Bonsoir et bienvenue dans cette première soirée digitale de Grande Contrôle, organisée en partenariat avec Acast et KissKissBankBank. Merci de nous rejoindre dans cet événement. Je me présente, je suis Laura Eisenstein du studio Grande Contrôle et j'ai le plaisir d'animer cette soirée qui s'intitule Les podcasts pour éveiller nos imaginaires. On va donc parler fiction sonore, nouvelle narration et puis représentation. Comment est-ce que ce format podcast nous donne à voir et percevoir d'autres imaginaires? Pour cela, on va donc commencer par une masterclass du studio Bababam sur la fiction sonore Passage à l'acte. Ensuite, il y aura un talk d'Acast sur le thème du financement des nouvelles narrations. Et puis enfin, la présentation du projet Nosphère, réalisé en crowdfunding sur KissKissBankBank jusqu'au 5 novembre, présenté par Antoine Saint-Épondil et Léna Dormeau qui portent le projet et qui vont vous expliquer la vie et la mort des imaginaires. Il y aura un temps de questions-réponses à chaque fois. Vous pourrez donc les poser sur le webinaire Zoom ou bien directement sur le Facebook Live. Et puis, je me chargerai de les retransmettre à chaque fin de prise de parole. On va donc commencer maintenant par la masterclass du studio de production de podcast Bababam. Pierre Orlac n'a pas pu être présent, mais nous avons donc avec nous Andrea Brusque, la réalisatrice de la fiction sonore. Bienvenue, Andrea. Hop là, le micro. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Et puis nous avons aussi Pierre Cerisier, l'auteur de cette fiction sonore. Bienvenue Pierre. Salut, bonjour. J'ai l'impression d'être assis très, très profondément dans mon siège. Je ne sais pas. Il faut que je me redresse. Bonjour à tous. Vous venez tous les deux nous présenter cette nouvelle fiction sonore, Passage à l'acte, sur la descente aux enfers des Lambert, une famille de notaires. Eh bien maintenant, je vous laisse la parole, c'est à vous. Eh bien Pierre, je te laisse peut-être présenter l'histoire, bien évidemment. L'auteur. D'abord, on pensait être trois ce soir, donc en fait le producteur qui est quand même aussi la cheville ouvrière de ce projet, donc Pierre Orlac qui n'a pas pu être là, il en est désolé et je pense qu'il aurait eu plein de choses à vous dire. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est de retracer un peu l'historique de cette histoire. Au départ, en fait, on est parti d'un bouquin que j'avais écrit en 2019 et je connaissais Pierre pour d'autres raisons qui étaient liées au Paris Podcast Festival. Et un jour, je suis allé le voir parce que j'étais assez admiratif des petites fictions qui faisaient des petites anthologies de fiction qui continuent de faire, qui s'appellent Noises. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, bon, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus étoffé, d'un peu plus au long cours, c'est-à-dire sur plusieurs épisodes traitant d'une même histoire. Et il a eu un petit temps d'hésitation et finalement, je crois qu'on la proposition est arrivée au bon moment, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas hésité si longtemps que ça et il s'est lancé. Et j'étais presque surpris de sa réponse positive aussi rapide, parce que c'est un moyen de se jeter à l'eau. Il y a une sorte de courage à s'engager dans cette chose-là. Et donc voilà, et on a commencé à réfléchir. Et est arrivé Andrea, qui a rejoint l'aventure très très vite. C'était au mois de novembre dernier, c'était ça? Novembre dernier. Et donc voilà comment les choses se sont faites un peu au départ, quoi. Vas-y Andrea, raconte ta version. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet objet, c'est que ça part effectivement d'un roman donc écrit par Pierre Cerisier aux éditions de l'Aube, qui est un roman de 300 pages, et que d'un seul coup, ce roman est devenu une fiction audio, donc feuilletonnante, c'est-à-dire en 6 épisodes d'une quinzaine de minutes, et qu'il a fallu se projeter sur une adaptation. Comment est-ce qu'on adapte déjà d'un point de vue purement formel un roman en fiction audio. Et du coup, il y a eu toute cette première étape qui était très intéressante et qui était effectivement aussi évidemment en lien avec Pierre, qui est donc le producteur, Pierre Orlac, qui est très ancré aussi dans la genèse de l'écriture, dans le processus. Et ça, c'était important d'avoir voilà, une équipe
soudés autour d'une dramaturgie et de se poser vraiment les questions. Il y a une espèce justement de... Alors c'est un polar, donc c'est l'histoire pour resituer un peu le contexte. Tout se passe en Roi. Normandie, à Rouen, et on suit une famille dont le patriarche est notaire et qui du coup a une fratrie de 3 enfants qui va s'entretuer autour du testament du père. Et on ne sait pas très bien qui sont évidemment les assassins. On finit par savoir qui meurt, bien évidemment. Je n'en dis pas plus. Et il y a un narrateur comme ça qui nous raconte aussi toute cette histoire. Et voilà, on suit à chaque fois dans un espace très défini. Voilà, les membres de cette famille qui rencontrent, voilà, qui sont confrontés à leurs pulsions, à la fois de mort, à la fois leur chagrin. Voilà, on parle de cette hiérarchie et en même temps, on conduit l'auditeur dans une espèce d'enquête autour de la personne qui est passée à l'acte. Et du coup, ce narrateur s'adresse vraiment à l'auditeur. Et c'était ça aussi, notre enjeu. C'était qu'à partir du moment où ça devenait un objet sonore, il fallait vraiment que ça ne puisse se passer que via le son, quoi, que ce soit sine qua non. Et du coup, c'est un peu ça l'aventure qu'on essaye de proposer. Là, c'est déjà le 3e épisode, donc on est ravis parce que voilà, on a eu Pierre, on commence à avoir des retours, à la fois des chiffres, il y a énormément d'écoutes et surtout, on se rend compte que les écoutes du 1er épisode correspondent aussi aux écoutes du 2e épisode. C'est aussi une fiche de lecture du 3e épisode, donc les gens suivent l'histoire alors qu'il y a un épisode par semaine. Et c'est vrai que Pierre voulait faire quelque chose autour aussi de ce podcast, c'est faire la promotion comme on ferait la promotion d'un film, quoi. C'est que d'un seul coup, ça a été relayé par des journaux qui, d'habitude, en fin de compte, relaient plutôt ou bien de la télévision ou bien du cinéma, et qui là relaient le podcast aussi, comme vraiment une invitation à la fiction, quelle qu'elle soit, avec ce support qui est quand même nouveau, même si il avance au galop et que les gens, voilà, maintenant, notamment les jeunes, consomment vraiment de l'audio comme de l'image, en fin de compte. Et voilà, c'était ça un peu le process, le point de départ. Et puis après, Pierre, ça a été vraiment la rencontre de 2 écritures, quoi, l'écriture scénaristique et l'écriture sonore, et voir comment les 2 se fondent et les confronter, se poser la question vraiment de la dramaturgie. C'est ce que tu as fait en réécrivant. Je pense que c'est intéressant que tu parles des diverses étapes d'écriture aussi, parce que ça en dit long sur le processus. Ouais, c'était assez. En fait, alors ce qu'Andrea dit pas, mais qu'on peut dire, c'est que, en fait, beaucoup de choses, j'ai l'impression que se jouent un peu dans les premières minutes où les gens se rencontrent. Et je me souviens très bien de cette première rencontre, cette première soirée avec Andrea et Pierre. Et, et comment dire, vous savez, il y a des fois des choses qui se mettent à passer, une espèce de courant qui passe naturellement, spontanément et tout ça. Et je crois que si on est aussi, comment dire, sans être prétentieux, mais si on est aussi content du projet tel qu'il a abouti, c'est aussi parce que toute cette période a été très joyeuse, alors qu'on était dans un contexte sanitaire extrêmement anxiogène, extrêmement difficile, qui a Ce qui n'est retardé. plus du tout le cas. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, bien évidemment. Et malgré comment dire, cette sorte de chape de plomb qui a pesé en fait sur la production du projet, il y a un moment, on a eu vraiment des hésitations, on s'est posé des questions. Malgré ça, en fait, on a continué à y croire, Pierre a continué à y croire. On n'a jamais vraiment cessé de travailler, d'écrire, de rester en contact. Et je crois que ce projet a été sauvé aussi, enfin, a pu voir le jour par la joie qui nous animait et cette espèce de plaisir de discuter ensemble, d'échanger ensemble et de vouloir le faire naître. Je crois que c'est un facteur qui a été assez déterminant dans l'aboutissement de cette série audio, quoi. Oui, puis je pense pour toi aussi, c'est aussi parce que mine de rien, l'auteur, il est confronté à quelque chose
qui malmène, entre guillemets, le point de départ, quoi. C'est-à-dire que ça part d'un roman, et puis d'un seul coup, il va falloir un peu malmener le texte pour extraire, en fin de compte, une fiction audio qui doit naître. Et du coup, c'est intéressant de se dire qu'il y a des phases d'écriture qui sont un peu… on tranche, quoi. Je veux dire, là, il y avait 300 pages, il y avait beaucoup de personnages, et d'un seul coup, on a extrait un peu une espèce de ligne rouge. C'est adapté et ça devient un autre objet littéraire, artistique à part entière. Et c'était ça aussi qui était intéressant dans les étapes de travail. Moi, c'est vrai que c'était la première fois que je réalisais une fiction audio. En ayant un parcours à la base, je suis comédienne, donc je participe, et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Pierre, c'est en faisant le podcast True Story, dont je suis la narratrice en fait. Mais voilà, moi je connais la radio et le podcast en tant qu'actrice. Je fais aussi de la mise en scène, donc je connais les acteurs, et c'est ça qui m'intéresse. Et la rencontre autour de la fiction, c'est ça aussi pour moi. Mais c'est vrai que c'est aussi créer une dramaturgie. Donc là, ça se rapproche aussi du théâtre, ça se rapproche évidemment du cinéma. Et en même temps, avec les outils, cette fois-ci, que de l'audio et le micro, le rapport à un autre espace. Et c'était ça, les contraintes auxquelles on était vraiment confrontés. C'était l'un comme l'autre, auteur ou réalisateur, on devait avoir une contrainte d'espace très, très particulière. Et ensuite, avec en plus une spatialisation, c'est ça aussi qui est sympathique, c'est qu'on a l'impression que les personnages s'adressent à nous, qui gravitent un peu autour de nous. C'était essayer d'inclure cette notion de binaural, de spatialisation. Et donc, toutes ces contraintes nous ont amenés à créer un ensemble. Et c'est vrai que ce n'est pas possible autrement. Si ça résiste, là, on l'a constaté, si ça résiste, si l'auteur résiste, si le réalisateur ou le producteur, d'un seul coup, si tout le monde veut imposer une vision, c'est très délicat parce que ça n'avance pas. Et là, c'était… Et évidemment aussi Jean-Marc Turier, qui est le compositeur de la musique, qui est le compositeur, et qui a aussi apporté, avec le monteur Jean-Gabriel Rassa, l'ossature, un autre imaginaire. C'est là où ça rejoint la thématique, c'est à quel moment on bascule dans l'imaginaire, quels sont les ponts en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, en tant que compositeur, comment l'alliance de nos métiers crée un imaginaire commun. Et ça, il faut être très précis parce que si on ne voit pas les mêmes choses, c'est très difficile de travailler ensemble. Puis à un moment donné, on a la sensation de voir les personnages, de voir à peu près les mêmes, de ressentir aussi l'humour. Tout ça, ce sont des choses qui se tissent ensemble et qui sont quand même le fruit d'une rencontre. En plus, à un moment un peu, effectivement, de grande fragilité. Et c'était ça qui était joli, c'était de pouvoir se retrouver autour de cet objet-là. Et voilà. Et puis après, il y a eu la grande question de l'incarnation, de mettre des voix sur ces personnages. Et là commence l'autre grande aventure du casting, enfin, de cette espèce de réflexion qu'on mène aussi de manière collégiale, en se posant tout un tas de questions, mais avec des visions qui avaient l'air quand même très proches. Et puis là commence la nouvelle étape, c'est qu'il y a des acteurs qui arrivent et l'incarnation se fait vraiment au sens strict. Et dans ce processus-là, on a travaillé sur les acteurs, la projection qu'on avait, mais après la réalisation, c'était moi avec les comédiens. Et là, c'est encore un autre moment du travail où leur imaginaire, l'imaginaire de l'acteur, prend aussi en charge une autre étape de travail qui va être également décisive, qu'on a tenté de nourrir le plus possible, cet imaginaire, via l'écriture, via la dramaturgie. Mais après, c'est à eux de ramener leur univers à eux, leur vision. Et c'est ça qui est joli, c'est quand ça s'inscrit aussi dans le prolongement du processus de départ où on se dit que tout est assez cohérent. Donc, c'est ça qui est agréable. Et puis, les acteurs, il y a des gens très différents. Il y a Jean-Pierre Calfon, qui a 85 ans et qui a ramené aussi tout son monde. Et la voix crée l'architecture. Après, c'est ça qui est délicat, c'est à quel point les choses nous échappent au fur et à mesure. Je pense que Pierre, tu es le premier à qui, en fin de compte, ça échappe aussi. C'est-à-dire que tu bâtis. Et puis après, alors que tu es à l'origine,
Et puis après, quand on réalise, c'est pareil, c'est-à-dire que dès que ça passe en post-prod, même si on suit le montage, mais il n'empêche qu'il faut que le sound designer lui-même fantasme autour de l'objet. Et du coup, et voilà, et du coup, c'est toutes ces étapes qui font que c'est un parcours imaginaire et la rencontre de plusieurs imaginaires et que ça crée après un objet tout à fait indépendant en fait. Je trouve qu'on a moins entre guillemets la paternité, comme on dit, d'un projet comme quelquefois au théâtre où en fin de compte on a l'impression quand on met en scène qu'on maîtrise le rythme, ne serait-ce que ça, le rythme jusqu'au bout. Là, voilà, le monteur, tout ça va évidemment être tout le monde amène un langage, quoi. Mais c'est vrai que ce que souligne Andrea est super important, c'est que c'est quelque chose qui est réellement collectif. En fait, comme elle disait tout à l'heure, ça ne peut pas marcher si ça résiste. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde s'en empare avec son talent personnel, mais aussi apporte sa vision. Moi, Jean-Marc, qui a composé la musique, a apporté une vision. C'est-à-dire quand on a fait des lectures avec lui, il a donné son opinion sur les personnages, sur la restitution des lieux, sur l'ambiance qu'il pensait, quelle devait être aussi les bruits, quel devait être aussi l'habillage sonore de ces lieux pour que ça ne heurte pas les dialogues. Et en fait, je pense que cet aspect de non-résistance, c'est-à-dire d'acceptation de ce que les autres apportent et de la compréhension de cette richesse que les autres apportent, en fait, c'est essentiel, il y a forcément un lâcher-prise. Et moi, je reviens, parce qu'il y a une image qui me revient en tête à cette première réunion, où il y avait juste Pierre et Andrea. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on allait déconstruire le livre. Et si on freine les cas de fer, on se dit, mais non, mais en fait, je veux adapter mon livre. En fait, ça veut dire que je veux le transposer de l'écrit au parler. En fait, ça n'est pas possible. Et si vous lisez le livre et vous écoutez le podcast, vous verrez que les histoires, on a les mêmes personnages, c'est-à-dire que les personnages étaient là, ce sont les mêmes qui sont passés du papier au casque, mais l'histoire a été recomposée parce qu'il fallait la déconstruire, parce qu'il fallait la réinventer, apporter des choses différentes, créer des situations. Et surtout, ce qui n'existe jamais dans un livre, en fait, c'est qu'on a pris le parti très tôt, dès cette première réunion, de choisir des lieux très identifiés et de choisir des points de vue. C'est-à-dire qu'on parlait du point de vue d'un personnage qu'on a envie de suivre et qui va nous apporter des éléments, des informations sur l'intrigue qui est en cours. Et du coup, je crois que c'est en fait ça qui a bien fonctionné, c'est que l'idée est venue de Pierre et on a embrassé cette idée tout de suite, c'est qu'il voulait des endroits bien identifiés. En fait, il voulait qu'on entende les endroits, ce qu'il n'y a pas du tout dans le bouquin. Et donc, on a fait une liste de 6 endroits bien établis et de 6 points de vue. Donc, chaque fois, il y a un personnage principal qui s'adresse ou qui discute avec un personnage secondaire. Et en fait, c'est réellement du point de vue de l'auteur. C'est même pas une. Enfin, je ne sais pas si c'est une adaptation. C'est un nouveau presque une nouvelle œuvre qui se met en place. Et à ce moment-là, pour vous dévoiler un peu le dessous des cartes, c'est qu'à ce moment-là, le lien entre l'auteur et la réalisatrice est super important. Parce que c'est Andrea qui était ma première lectrice. Et sans cette lecture-là, en fait, le texte ne pouvait pas progresser. Et en fait, il ne pouvait pas aboutir à sa version finale. Et il faut que justement qu'il n'y ait pas de résistance, quoi. Oui, parce que c'est vrai que dans le prolongement, évidemment, le relais, c'est l'acteur. Donc, à un moment donné, à la différence d'une œuvre littéraire, c'est que la phase effectivement dialoguée est une phase qui va être extrêmement importante, tant par évidemment la construction des dialogues, mais aussi par
les silences, par la tension qu'on va créer. Et c'est vrai que c'est là, en faisant le bilan, en parlant comme ça aussi, maintenant que ça a eu lieu, parce que c'est vrai que c'était une espèce de, voilà, de mouvement comme ça, où maintenant on prend un peu de recul. Mais c'est vrai que ça a été une longue soustraction, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on construit un objet, donc c'est censé être quelque chose qui, voilà, qui vient s'additionner à un autre objet, mais cet objet-là, pour exister, il a fallu soustraire, voilà, de la matière textuelle, il a fallu enlever voilà, couper, il a fallu enlever des personnages, il a fallu réduire la durée des épisodes, il a fallu couper des répliques, voilà, tout, du son. On a coupé aussi, il y a eu toute une phase où il y avait, on considérait trop de musique, c'est-à-dire, mais parce qu'il faut aller aussi dans le processus de travail vers le trop pour savoir doser, quoi. Il faut oser tout un tas de choses, puis après on dose. Et puis, mais c'était aussi ça, c'était de monter un peu tous les curseurs et se dire, voilà, finalement, c'est quelque chose qui vient exister, et l'acteur va prendre en charge tellement de choses dans le jeu. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de se dire, entre la phase écrite et l'incarnation et l'interprétation, il y a des choses qui n'ont plus besoin d'être dites, parce que l'acteur, et la pensée évidemment de l'acteur, qui est à l'audio encore plus saisissante. C'est ça qui est très fort, moi je trouve, en tant que, là pour le coup, directrice d'acteurs et d'actrices, c'est que c'était la première fois que je dirigeais pour l'audio purement. Et c'est d'une grande sensualité, parce qu'on se rend compte qu'à l'audio, la pensée, évidemment, sur scène aussi, on voit les gens penser, on entend leurs pensées, mais là, encore plus, une respiration, voilà, une bafouille, en fait, 3 fois rien, ça prend, c'est tout le paysage, quoi. C'est vraiment tout le paysage sonore. Et c'est la bascule vers l'imaginaire. C'est eux qui nous emmènent vers leur intériorité, en fait, vers leur émotion, vers leur humour, vers leur folie. Après, c'est le relais vers l'humain, vers quelque chose où il faut que ce soit des personnages auxquels on s'attache, auxquels on croit, parce que c'est ça qui est le rendez-vous avec l'auditeur. C'est le rendez-vous avec des humains qui parlent d'humains, et puis d'un seul coup, on les suit parce qu'il y a une empathie, parce qu'il y a une intrigue à proprement parler. Et même pour les acteurs, le fait que ce soit un polar, c'est drôle, parce que ce sont des codes un peu particuliers aussi voilà, de personnages tout de suite pris dans des pulsions très fortes. Du coup, c'est pas rien pour un acteur de se retrouver à devoir projeter un espace, projeter un état, une interaction même, alors que tout est absolument pas naturel, puisqu'on est derrière des micros, parce que, alors là, s'il n'y a pas plus anti-naturel qu'un enregistrement de fiction audio, quoi. Je veux dire, même au théâtre, quand on n'a rien, on a quand même plus, entre guillemets, quand même de matière pour se concentrer. Au cinéma, évidemment, il y a les caméras et tout ça, mais on est moins empêché. Là, il y a quand même le paramètre du micro, il y a une proximité. En plus, c'était le truc sanitaire, donc tout le monde devait être hyper espacé. Et il faut jouer des scènes d'amour, d'étreinte, ou de haine, ou de baston, ou de choses comme ça, avec toutes ces contraintes. Et c'est vrai que c'est un joli défi pour l'imaginaire, à tous les postes, mais après, pour l'acteur en particulier, de réussir à plonger ensemble dans un mouvement, parce que, voilà, même cette idée qu'ils sont en train de marcher, en train de manger, en train de tout ça, c'est vrai que il y a plusieurs façons, mais là, le sound design était énorme, quoi. Donc, c'était aussi important de se dire, ah ouais, tout ça va être pris en charge par la post-prod, c'est dingue. Voilà, alors que, voilà, sur d'autres fictions, par exemple, les fictions sur France Culture et tout ça, c'est vrai qu'il y a le bruiteur, il y a des postes comme ça qui viennent aussi quelquefois apporter un autre rapport au corps, quoi. Là où les acteurs marchent plus, voilà, ou même on tourne en extérieur, il y a plein de podcasts aussi, Noises et tout ça, mais c'est vrai que là, d'être en studio, tout ça sont des contraintes pour l'imaginaire. Et du coup, c'est super et ça demande, voilà, beaucoup, c'est exigeant aussi, ça demande beaucoup d'attention, et j'ai trouvé que c'était extrêmement éprouvant, le fait que ce soit de l'audio, en tant que réalisatrice, parce que ça demande une concentration. Il n'y a pas d'autres appuis que l'ouïe. Et c'est vrai que
bon, quand on peut regarder, on alterne un peu les ressentis, quoi. On peut reposer l'oreille et activer l'œil. Là, on ne peut pas activer l'œil. Et du coup, c'est une autre méthodologie, c'est un autre processus pour revenir toujours et redonner une fraîcheur à ce qu'on entend et réentendre. Voilà, ça, c'est tout un travail aussi. Ouais. Tu sais, moi, j'étais en régie quand tu étais en studio pour diriger les acteurs. Et en fait, la, la régie, en fait, c'est un peu l'endroit parfait parce que, en fait, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe dans le studio. Mais vous avez le texte qui est projeté sur un grand écran et vous entendez les différentes prises. Et moi, j'étais fasciné parce qu'en fait, être réalisatrice d'une fiction audio, ça demande énormément de diplomatie. Et en même temps, énormément de détermination. C'est-à-dire que, moi je me souviens, la phrase qui revenait tout le temps, c'est « Ah non, là c'est vraiment très bien, c'est vraiment super, mais peut-être qu'on va le faire comme ça en fait. » Et en fait, les acteurs étaient... je pense que c'est enfin, moi je voyais ça de la régie, mais réaliser un podcast audio, en fait, ça demande presque d'avoir une image de ce qu'on veut. C'est-à-dire, on sait déjà, on voit, on se représente en imagination la scène telle qu'on voudrait l'entendre. C'est un peu paradoxal, mais le son que la voix et l'incarnation de l'acteur vont créer, vont vous amener dans un imaginaire, et en fait, vous allez voir le personnage. Et le travail d'Andrea était assez dingue parce que elle était obligée d'amener les acteurs à l'endroit où elle voulait, mais surtout en prenant énormément soin de jamais justement qu'il y ait de friction ou de choses qui bloquent. Et ça se fait par la répétition, par un tas d'encouragements, et c'est assez fascinant parce que le texte compte, certes, mais l'interprétation, c'est-à-dire la fabrication de l'imaginaire par celui qui dit le texte et qui le vit, est essentielle. Je pense qu'on peut avoir un texte magnifique, superbe, très très beau, très posé, quand on le lit sur une feuille. À partir du moment où on commence à l'enregistrer, à partir du moment où on commence en fait à le faire vivre physiquement à travers le corps un corps humain, c'est complètement autre chose. Et c'était assez rigolo de voir à la fois ce texte qui défilait sur l'écran au-dessus de la régie et d'entendre cette incarnation par des voix. Et il y a quelque chose, pas de l'ordre du magique, mais il y a quelque chose on sent que les choses se jouent à ce moment-là. Oui, c'est sûr que c'est une des phases les plus importantes. Et c'était ça qui était intéressant aussi je trouve, dans cette distribution, c'est qu'il y a 12 comédiens, ce qui est quand même très conséquent et qui, en plus, jouent des frères, des sœurs et tout. Donc, c'était de créer une fratrie, de projeter sur eux, et on ne peut s'empêcher d'ailleurs de le faire de manière physique, mais aussi, voilà, c'est ça, c'est de les projeter comme ça, d'un point de vue sonore, ensemble. Et puis, non, c'est la phase la plus... en tout cas, qui est le lien avec l'auditeur et qui fait qu'ils vont suivre parce que la construction du personnage, c'est là, je crois, à travers ce qu'on a traversé, à travers en tout cas le processus de travail, c'est ça qui ressort. C'était vraiment, voilà, dans quel espace va être ancré ce personnage et comment va réagir ce personnage et cette charpente émotionnelle, c'est ça qui va aussi donner la rencontre, le rendez-vous en fait. Le rendez-vous, il est là, quoi, parce que l'émotion avec Louis justement est vraiment beaucoup plus, je trouve en tout cas, plus impactante. On rencontre les gens plus intimement. Les acteurs, avec leur voix, c'est quelque chose qui nous relie et qui nous rapproche, et à la fois dans cette relation un peu seule avec ces gens, quoi. C'est ça qui est intéressant avec l'audio, c'est que l'aventure, elle se fait quand même un peu seule, sauf si on écoute avec quelqu'un qui a mis lui aussi un casque. C'est vrai que c'est important d'écouter avec un casque.
voilà, on a cette intimité avec, en plus, le narrateur. Donc, c'est Yannick Landrin qui joue le narrateur. Et c'était pour moi très important de choisir un acteur qui allait avoir une voix assez envoûtante, à la fois comme ça, qui va nous inviter dans cette histoire, qui va être notre guide, euh, qui va voilà, nous, il y a effectivement nous charmer comme ça et nous faire entrer dans cette famille, quoi. Donc, ouais, l'addition de toutes ces voix, c'est vrai que c'est l'aboutissement. L'aboutissement, et puis après, il y a le montage où là, on réécoute et on se dit non, mais ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de souffrance. Hein. Tout ça est un conte de fées. Et d'ailleurs, j'en profite, il n'est pas là, mais Pierre, c'est vrai que c'est très joli parce qu'il s'investit énormément, il investit énormément sur la fiction. Et je trouve que c'est très courageux aussi et c'est très fort parce que ça embarque beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers et beaucoup d'humains et comme tu dis, beaucoup de voilà, c'est beaucoup de paramètres et c'est important parce que c'est éprouvant, c'est puissant quand d'un coup il y a 12 acteurs, le compositeur, il y a plein de subjectivités, plein de voilà de mouvements artistiques qui se croisent et qui ont une énorme contrainte et ça ouais, c'est important parce que l'audio, c'est un vrai relais. Et surtout, bon, moi, ça a pris aussi sens parce que j'ai une compagnie de théâtre. Je sais ce que c'est que de construire une aventure avec beaucoup d'acteurs, des corps de métiers différents, la notion aussi de répétition qui est importante. Là, on a répété. Idéalement, il faudrait répéter encore plus, je pense, parce que c'est une phase qui est, je pense, importante pour l'audio aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un lâcher-prise. Comme il y a beaucoup de paramètres techniques quand même à prendre en compte, quelquefois, on pourrait avoir tendance à se dire « Ah bah, après tout, je serai texte en main, c'est pas texte su ». Enfin, il y a une notion qui peut paraître un peu plus simple, en fait, que sur un tournage ou au théâtre où il faut… Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, ça demande vraiment une grande préparation. Et dans ces moments-là où on se dit, bon, le spectacle vivant est très impacté par tout ce qui se passe, il faut qu'on reste connectés les uns avec les autres, il faut qu'il y ait des outils qui nous permettent de partir dans des points de fuite dans l'imaginaire. On ne peut pas rester bloqué comme ça dans le réel et se dire, il n'y a plus d'entrée dans rien, on va rester figé là où on est. Alors que l'enjeu pour analyser là où on est, ça reste quand même justement de fuir ailleurs et de se dire, voilà, je reviens, j'ai pris de la distance. Et l'audio, la fiction, c'est très important. Aussi les choses conversationnelles, je veux dire, tout ce qui se passe dans le podcast, je pense que c'est important parce que ce sont des fenêtres qui s'ouvrent, ce sont des millions de petits buildings sonores qui ont plein de propositions différentes, mais qui vont aussi, dans ces moments-là, prendre aussi sens parce que dans les moments d'isolement, de solitude, de repli sur soi, c'est important. Et de raconter des histoires, du coup, ça aussi, c'est important. Et d'inviter des auteurs, d'inviter des acteurs, d'inviter des musiciens, que tous ces créateurs qui vont être justement aussi contraints par l'impossibilité de faire du spectacle vivant, donc l'impossibilité de nous retrouver, en fait, c'est quand même ça la réalité. C'est une autre façon de se retrouver. C'est vrai qu'il y a dans la fiction, il n'y a pas cette notion de direct, il n'y a pas cette notion de ici et maintenant, mais il y a quand même un vrai climat d'intimité. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut préserver et continuer à mettre en place. Non pas pour remplacer, Dieu merci, je le souhaite, mais en tout cas pour donner d'autres rendez-vous, pour qu'on se donne d'autres rendez-vous artistiques. Ça, c'est vrai que ça prend sens encore plus actuellement. Et puis, on espère… Oui, tu allais dire quoi, Pierre ? Non, je repensais à cette notion de soustraction. Il y a une autre image qui me venait en tête, c'était au moment où on a réécouté donc, les premières versions des épisodes. Et d'une certaine manière, la fiction audio, c'est assez implacable. C'est-à-dire que quand vous réécoutez un épisode qui est monté, qui est la première mouture, en fait, il n'y a que ça, il n'y a que du son. Alors, il n'y a que du son et tout s'entend, donc tout se voit. C'est-à-dire que les défauts qui sont passés à travers les mailles, même si tout a été préparé et tout a été… On a essayé de caler les choses au mieux.
elle vous éclate à l'oreille, mais c'est assez flagrant. Alors, il y a des moments qui sont un peu durs. C'est là qu'on dit, oh, non, mais non, il faut enlever ça, ça va pas, et tout ça. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le fonctionnement par soustraction, en fait, est un stimulateur de l'imagination. C'est-à-dire que je pense que plus on ajoute des choses, c'est-à-dire que plus on étire ce qu'on donne à écouter à l'auditeur, sans doute moins on stimule l'imagination. Moi, il y avait à la réécoute, il y avait des choses, il y avait des phrases, il y avait des dialogues qui parasitaient, qui en fait, qui bloquaient, qui fonctionnaient comme un système de barrière pour l'imagination, où il y avait des instants de musique qui étaient appropriés à un autre endroit, mais qui à l'endroit où on l'a posé la première fois n'était pas le bon. Et en fait, ce sont tous ces petits ajustements qui, pendant cette écoute-là, il faut vraiment comment dire, les modifier, les améliorer ou voir les supprimer pour arriver à un tout qui, une fois réduit, paraît cohérent et forme une espèce de, sinon de bulle, mais d'objet qui se suffit à lui-même, quoi. Et c'était ça qui était assez fascinant. Et au bout d'un moment, on se dit, ah oui, ça y est, là maintenant, on est dedans, on voit Jacques en train de manger des huîtres, on voit M. Ferdinand en train de lui verser du vin blanc. Et c'était ça qu'on voulait vraiment reconstituer. On voulait que chacun qui écoute puisse voir ce vieux monsieur acariâtre et ce serveur un peu trop obséquieux nouer cette relation d'autorité, entre pas maître et esclave, mais au moins entre maître et domestique, quoi. Oui, c'est ça, c'est créer une surface de projection et il faut qu'il y ait du vide en fait. Moi, je pense beaucoup au théâtre évidemment, mais c'est vrai que le silence, c'est ce qu'il y a en général comme en musique. Ce sont les moments de suspense, ce sont les moments d'émotion, ce sont les moments où se passe voilà, tout un tas de choses qui sont au-delà du dire justement. Et c'est vrai qu'à l'audio, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que le silence, il faut installer voilà, un processus qui fait qu'on va commencer à, à rêver autour de quelque chose et que du coup, on n'est pas nécessairement dans quelque chose qui doit être hyper réaliste ou hyper... voilà, c'est accompagné. Voilà. Et c'est vrai que c'est cette chose qui fait souffrir, en fait. C'est ça qui est étonnant, qui est vraiment une phase de grande souffrance. Parce que quand on entend les premières, comme au cinéma, l'ours, voilà, les premiers montages, on a envie de décéder, en fait. Donc, on se dit, ça ne va pas être possible parce que, évidemment, c'est une étape de travail. Et c'est là où commence quelque part le travail et l'humilité aussi, c'est se dire, c'est que de l'humilité. Il faut continuer à travailler et ne pas se dire, bah oui, mais l'objet doit surgir et être direct dans son écrin. Non, l'objet, il faut le travailler au corps, il faut continuer à être hyper exigeant, rien lâcher, se dire ça va pas, ça va pas, ça on va couper, trouver des solutions, même voilà, se faire un peu violence et rester toujours ami avec l'objet et continuer à se dire, je sais qu'on va se trouver, je sais que là, on est à mi-chemin, mais il va y avoir encore un peu de montage, et souvent, on coupe. Ça ne nous est jamais venu à l'esprit de dire, on va rajouter quelque chose. Non, parce qu'il faut qu'il y ait cette surface de projection. Et s'il y a trop d'informations sonores, voilà, des dialogues, peu importe, en fin de compte, si c'est un peu trop... chargé, c'est quelquefois la peur de l'audio, c'est d'avoir envie de donner des béquilles visuelles, en fait, explicatives, de se dire, ah ouais, mais là, comment prendre en charge ça, il faut que... Et puis, voilà, faire confiance et se dire, non, ça va être en sculptant, en détaillant, en envoyant des indices et on gagne en subtilité. Puis là, c'était aussi un genre, c'est-à-dire que le polar, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ce qu'on fait un autre genre, une histoire d'amour ou même de la science-fiction. On est dans d'autres codes. Là, il y avait quelque chose qu'on voulait respecter qui était un peu de l'ordre, oui, du Cluedo, quoi, de cette espèce d'enquête où il y a quelque chose d'un peu ludique, où on plonge les gens dans une aventure, ils nous suivent, ils suivent les personnages, ils se disent tiens, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y avait deux, trois, voilà, évidemment, rendez-vous sine qua non pour que ce genre-là opère.
Et il faut d'abord qu'il opère sur nous. Et du coup, c'est cette espèce de... Et une fois de plus, c'est l'assaisonnement, en gros, entre la musique, le montage, couper des répliques. Voilà, voilà, ça a opéré ensemble et ça se soustrait aussi ensemble. Euh, et puis après, je ne dis pas qu'on maîtrise tout, mais par contre, on se dit, voilà, cet objet-là est en accord avec ma projection. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais qui correspond à mon imaginaire et qui est du coup l'objet, voilà, si les gens aiment ou si les gens n'aiment pas, je sais en tout cas de quoi il s'agit. C'est pas un objet qui m'a échappé et les gens ou l'aiment ou le critiquent, mais en fin de compte, il n'est plus tout à fait l'objet qu'on avait envisagé. C'est cette quête-là, c'est se dire, voilà, maintenant je peux me dire c'est le point final, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'évidemment, heureusement qu'il faut qu'il y ait des deadlines, et c'est vrai qu'avec Pierre, l'avantage avec Pierre Orlac, c'est qu'on a des deadlines. C'est vrai. Voilà, non mais c'est vrai, il est structurant au milieu voilà, du grand chaos, il est resté vaillant et fort, et c'est vrai que c'est important parce que ça peut être totalement chronophage, c'est-à-dire que si on se dit, tu peux réécrire à l'infini, tu peux monter à l'infini, tu peux enregistrer à l'infini, évidemment il y a des contraintes après budgétaires qui sont tout à fait réelles aussi et qui permettent de structurer, mais c'est aussi important d'être structuré dans le temps et à un moment donné de se dire, voilà, il faut que les choses se fassent. Et du coup, ça permet de prendre aussi des décisions et de se rapprocher de son intuition, le point de départ. Mais c'est un peu ça aussi qu'il faut reconquérir. C'est qu'on a eu une intuition au début, puis après, on se perd un peu sur tout un tas de terrains. Et puis, il faut revenir à cette intuition, à cette rencontre entre une écriture, une vision, voilà, cette projection, ce point de départ. Et quand tout le monde se dit, oui, là, oui, c'est l'objet qu'on a imaginé tous ensemble, alors il fait son bonhomme de chemin et là ça ne nous appartient plus non plus mais c'est quelque chose dont on est fier. Donc ça c'est et puis au-delà aussi de cette fierté, c'était l'aventure humaine qui fait aussi très très plaisir et qui est fondamentale, parce que quand on entreprend quelque chose, que les choses se passent bien ou aboutissent, c'est une chose, mais que humainement ça se passe très bien, ça c'est quand même, je trouve, le vrai projet, s'il y en a un, quoi. donc c'était un peu ça aussi, voilà, la qualité de cette aventure. Mais juste pour boucler peut-être la discussion et revenir au personnage, à titre très personnel, en fait, c'est très agréable de voir des personnages que moi j'ai imaginés d'une certaine façon. C'est super agréable de les voir prendre vie, en fait. Et c'est très étonnant, mais je ne dis pas que dans le bouquin, ils n'étaient pas vivants, mais là, peut-être que dans l'audio, ils le sont un peu plus. C'est-à-dire que je les vois plus bouger parce que je les entends parler, et puis je les entends aussi bouger, c'est-à-dire déplacer un verre, manger une huître, toucher une bouteille, etc. On a l'impression qu'ils mangent des huîtres dans tous les épisodes et qu'ils boivent du vin. C'est un concept culinaire. Mais... C'est ça. Et ça crée quelque chose, et à partir d'un objet qui finalement est assez classique et traditionnel, qui est une histoire de famille. C'est-à-dire que on n'a pas, soyons tout à fait honnêtes avec nous-mêmes, on n'a pas essayé d'aller dans un genre qui était extrêmement compliqué ou ésotérique ou ultra original. On a fait dans le grand classicisme, c'est-à-dire l'histoire de famille à la Chabrol, quoi. C'est pas, voilà, mais il nous est apparu que malgré tout, cette notion de départ, c'est-à-dire cette fondation, pouvait supporter cette histoire, parce qu'elle en a supporté bien d'autres qui ont fonctionné. Et c'était pas, comment dire, c'est pas qu'on avait peur ou qu'on était timoré, mais on est assez vite tombé d'accord sur le fait que les histoires de famille, ça reste quand même un sujet assez riche, pas inépuisable, mais assez riche de passion, de choses qui touchent et qui font appel à l'imaginaire, au nôtre, pour commencer, mais aussi à celui des auditeurs, quoi. Et
ce qu'on aurait eu, enfin, s'il y avait un objectif derrière tout ça, c'était que les personnages qu'ils entendent dans les 6 épisodes, euh, qu'ils se posent la question en se disant, ah mais tiens, peut-être que j'ai déjà croisé un type comme lui, ou lui je le connais, je l'ai déjà vu, ou je l'ai déjà entendu quelque part. C'est-à-dire de les renvoyer à leur propre expérience et leur propre connaissance du réel, quoi. Oui, non, C'était mais ça. c'est ça. Et simplement, je voudrais aussi citer les comédiens, parce que Ah d'ailleurs, oui, donc il y a Jeanne Rosa, il y a donc Amaury de Créancourt, il y a Yannick Landrin, Jean-Pierre Calfon, Caroline Chagnolo, Justin Blancard, qui est-ce que j'oublie, Laura Boujna, Yvan Cory, Antoine Berry-Roger, et je crois que je n'oublie personne, mais si. Donc j'ai déjà dit qu'il y avait Jean-Pierre Calfon et Yannick oui, Landrin, parce que voilà, c'était cette grande équipe. Si, il y a Olivier Cruveillet aussi, qui est ouais. génial. Et voilà, cette équipe, je rebondis, c'est vrai que c'est ça, quoi. C'était avoir qu'est-ce que tu as dit là, juste en. Merde, j'avais un truc en tête. Je sais Voilà, plus. à l'instant. Ah non, c'est horrible. Je t'ai dit sur Chabrol, c'est ça? Sur la Ouais, famille? sur Sur la Chabrol. famille? Oui, c'est ça, sur la famille. Sur la Pardon. famille. Sur la famille, parce que justement, cette espèce de. Ce que je disais par rapport aux comédiens, c'est qu'après, c'est eux qui prennent en charge leur relation avec leur propre famille. C'est-à-dire que tu joues, quand tu es acteur, tu joues voilà, avec une relation mère-fille, père-fils et tout ça. Et c'est vrai que quand tu dis la famille, voilà, peut-être que c'est un sujet peut-être qui est un peu à côté. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est le sujet le plus au centre, en fait, pour parler de la société. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est là que tout commence, en fait, au cœur quand même de la famille. Les premiers problèmes. Et en fin de Commence là. compte, mais oui, bah oui. Et qu'on soit, et c'est intéressant de se dire que voilà, d'ériger aussi cette chose un peu avec évidemment sans comparaison, parce qu'on est c'est un autre monde, mais c'est vrai que la série Succession qui a tant de succès et qui le mérite, parce que tout part évidemment voilà, d'une famille un peu sur ce schéma-là puissante. Alors évidemment à une autre échelle, mais en fin de compte, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans cette série, un peu comme dans Passage à l'acte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire aussi, c'est que en parlant de comment les gens se comportent au sein de leur famille, on parle évidemment de comment les gens se comportent tout court. Et quel est le process, en fait? Comment, si déjà au cœur de sa propre famille, il y a des choses qui se mettent en place, des processus voilà, de division, de jalousie, comment l'argent peut impacter les relations, peuvent impacter les fratries, peuvent évidemment impacter… Tout le monde le sait. Je veux dire, les histoires de succession, il n'y en a pas une qui s'est bien passée. On la connaîtrait. Je veux dire, mis à part quand tu es enfant unique. Mais je veux dire, c'est toujours un moment un peu de flottement. Et ça, c'est intéressant aussi de repartir de ce point de départ-là, du noyau familial, quoi. Et de se dire, voilà, ce noyau, quand il éclate, ça arrose aussi un peu en profondeur des questions éthiques, politiques, morales, comment voilà, les gens se comportent les uns vis-à-vis des autres, et comment l'argent est un vecteur voilà, de passage à l'acte, en fait, de pulsion, de pulsion et de violence. Et c'était cette thématique aussi qui prend cœur au milieu de cette famille, mais qui prend cœur voilà, un peu au milieu de tous. Ah, je vois une apparition. Oui, merci Andrea et Pierre pour cette présentation. Il y a Cédric Bégoc d'ACAS qui me dit qu'on a assisté à l'artisanat de l'imaginaire. C'est une jolie formulation. Ah, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est très bien. Joli. Alors, c'est exactement ça. Merci Cédric, Voilà. c'est exactement ça. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs, celles et ceux qui nous regardent, à poser des questions. Andrea et Pierre se feront une joie de vous répondre en direct. Sûr. Moi, pour ma part, j'ai une petite question justement pour revenir sur le thème de la soirée. Comment est-ce que vous pensez que le podcast et ce que vous avez fait notamment avec Passage à l'acte réveille nos imaginaires? Alors, la notion, je ne sais pas, Pierre, hein, je me lance. Vas-y. Réveil, ça sous-tend que les imaginaires seraient un peu en pause. Alors, moi, en tout cas, c'est la question de l'adresse. C'est-à-dire que la position du narrateur dans Passage à l'acte, le fait qu'il s'adresse comme ça à nous, il y a un endroit où il nous rend actifs.
Et ça, c'est ça que j'aime bien, cette espèce de fait d'être stimulé d'un seul coup alors qu'on est dans notre confort, qu'on met un casque, on se dit tiens, je veux voir ce qui se passe dans cette fiction, clac, et d'un seul coup, il y a un gars qui nous parle et on se dit ouais. Et c'est vrai que cette espèce de rencontre tout à fait autour d'une histoire, mais c'est quand même une rencontre parce qu'on sent qu'il y a un projet et qu'on fait partie du projet. Et j'aime bien le côté inclusif, je ne sais pas si ça se dit, mais de ça, c'est-à-dire se dire, bah, cette rencontre, enfin, ce processus ne peut pas avoir lieu si tu n'es pas là. Et c'est évidemment le principe aussi du cinéma, du théâtre, sans spectateur, ça n'a pas tout à fait de sens. Mais là, l'invitation, elle est coquine parce qu'en plus, elle n'est que sonore. Donc, on va vadrouiller tous ensemble, main dans la main, mais en fin de compte, on va vadrouiller avec notre imaginaire. Et je ne te donnerai rien d'autre que ma voix et la voix des autres et le son voilà, justement, tout cet artisanat pour vadrouiller ensemble. Et je trouve que c'est la proposition la plus précaire au monde, en fin de compte, parce qu'on dit viens, j'ai rien à te montrer, j'ai rien à. Voilà, il n'y a pas de sensation, tu ne vas pas manger un truc, il n'y a pas. Voilà, la porte d'entrée, c'est l'oreille. Par contre, le voyage peut être intense. Et aussi intense quand on mange une glace au chocolat. Ça dépend. Non, Je pense qu'il y a une hiérarchie là. À ce c'est moment-là, ma ça. phrase, il y a une hiérarchie On pour va tout le commencer monde. par la glace On au maîtrise chocolat. pas, on maîtrise pas cette hiérarchie. Mais voilà, il y a une aventure, mais elle est tout à fait invisible et impalpable. Et ça, j'aime bien. Pour moi, c'est ça un peu. Ouais. Moi, je vois, enfin, c'est sur un aspect. Parce que je pense que le podcast, ou au moins la fiction audio, ou même peut-être même de manière peut-être plus large la fiction, euh, j'ai le sentiment que ça reste un moyen de penser contre soi-même. C'est-à-dire, je m'explique. C'est que pourquoi tout d'un coup je vais aimer un type ou une femme qui n'est vraiment pas aimable. Et il y a le sujet, oui. Si vous voulez, et du coup, je vais être obligé de cogiter. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse fonctionner mon imagination pour savoir. Et cette question, je me la suis posée il y a longtemps en regardant une série qui s'appelait Breaking Bad, que peut-être vous avez vu. Et dans Breaking Bad, il y a un personnage qui s'appelle Walter White, qui est un vrai salaud. Et en fait, j'adorais ce type. Et il pouvait avoir les pires défauts de la Terre, il pouvait être un meurtrier, il pouvait être un trafiquant de drogue. J'adorais ce mec, je l'aimais. Mais vraiment, j'étais très triste qu'on arrête ses aventures. Et là, il y a une vraie interrogation imaginaire, c'est-à-dire pourquoi j'aime ça? Qu'est-ce qui fait que, en fait, ça me fait fonctionner? Pourquoi ça crée en moi une sorte de satisfaction, de bien-être, de plaisir constant, avec pas forcément un phénomène d'addiction, mais un besoin comme la glace au chocolat, c'est-à-dire en reprendre un petit peu de temps en temps. Et c'était comme ça qu'on, enfin moi là, on avait pensé le truc, quoi. C'est vrai aussi que c'est le côté jouissif de créer un personnage, parce que c'est vrai que les personnages dans Passage à l'acte ont aussi ça de très agréable, c'est que quand même pour la plupart, ce sont des ordures. J'adore. Donc il y a un truc aussi en puissance qui est drôle, c'est un peu sur ces personnages dont l'instinct de survie met en place des processus ultra violents, mais comme nous, on comprend leur motivation, il y a quelque chose aussi qui fait qu'on est capable de les accompagner pour savoir jusqu'où ils vont aller, quoi. C'est ce petit endroit aussi qui est intéressant de petits questionnements, de retour à soi, quoi. Ouais, oui, ça, c'est vrai que oui. Je crois qu'il y a une question pour toi, Oui. Andrea. Il y a une question de Marjolaine. Comment s'effectue le casting des comédiens et des comédiennes? Est-ce que vous saviez quelle voix devait avoir quel personnage? Quel rapport au corps des comédiens, comédiennes lors de l'enregistrement? Vous avez parlé des contraintes du studio, du casque et du micro. Pouvez-vous développer? Plein de questions. Ah ouais. Comment on a choisi les comédiens? Et ça va, on me voit, parce que j'ai l'impression que la nuit est totalement tombée dans ma chambre. Tu es en train de disparaître un peu dans attendez, l'ombre. je mets de la lumière, parce que là, c'est un grand moment. Je pense que ça ne change rien, et c'est ça qui est génial. Non, alors pour commencer, la voix des comédiens, ça a été une vraie phase dure, en fait. Parce que autant pour le théâtre, c'était beaucoup plus simple, parce que quand je projette un acteur sur scène, je vois son corps, je vois comment ensemble ils vont interagir, voilà, je projette des corps. Là, d'un coup, il fallait que je projette des voix, et je me suis rendu compte que dans ma carte mémoire, en fait, les gens n'étaient pas stockés par voix, ou en tout cas, beaucoup moins évidemment
que par corps, en fait, ou par, je ne sais pas comment dire. Donc, il fallait d'un seul coup que je retraverse les acteurs en pensant essentiellement à leur voix. Et ça a été une aventure dont j'ai parlé justement à des amis aussi qui sont réalisatrices à la radio, à des directrices de casting et le contraire de cinéma, en disant mais c'est un truc de malade en fait, ce métier de devoir penser les gens comme ça via leur voix et tout. Il y a eu cette première étape qui était assez étonnante, déroutante, mais qui se mêlait donc à la fois à la personnalité des personnages, où je me disais, ah, je vois très bien tel acteur incarner ce genre de personnage. Après, quelquefois, je me disais, ah oui, mais sa voix vis-à-vis de tel autre personnage, parce qu'après, c'est une chimie, c'est une alchimie entre les voix. De manière basique, c'est vrai que s'il y a deux comédiens qui ont des voix un peu trop similaires, bah, ça pose un problème. Après, ce n'est pas le cas quand même. Les gens, normalement, ont des voix assez uniques. Mais voilà, des topologies comme ça, des typologies, je ne sais pas comment on dit, de voix. Des morphologies. Donc, il y avait un peu ça. Après, il y a eu cette première étape où il a fallu trouver être radical pour se dire, OK, là, j'appelle cette personne parce que c'est important. Je veux dire, les acteurs, moi, les acteurs à qui j'ai proposé sont des acteurs professionnels enfin, vous devez les connaître. C'est des gens qui font à la fois du théâtre, du cinéma, qui sont… Et qui souvent, d'ailleurs, c'est assez agréable, adorent la voix parce que c'est un endroit pour l'acteur qui est un peu un endroit… de repli, justement, où il n'y a pas la fatigue de l'image. Parce que donner son image, c'est quelque chose qui est très voilà, engageant à un endroit, voilà, qui a un rapport à soi, où on est moins détendu. La voix, il y a un amusement. Les acteurs, je trouve, s'amusent tout de suite plus ensemble parce qu'ils sont un peu cachés et en même temps, voilà, on les entend, donc il y a ce rapport-là. Après, le rapport physique, c'est que c'est vrai qu'il y a la contrainte du micro. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cet espace, voilà, la personne était face à son micro, il est directionnel, il faut faire attention d'être quand même dans l'axe du micro. Il y a une contrainte technique, je veux dire comme un plan de caméra, j'ai envie de dire, où on sait qu'on habite un plan, qu'on ne peut pas faire un geste trop machin parce que la personne est en train de cadrer précisément. Il y a des plans sonores, des premiers plans, des seconds plans. C'est assez proche, le langage entre le cinéma et l'audio, je trouve, est assez proche parce que, voilà, on peut faire des choses plus rapprochées, plus à distance. Tout ça, ça veut dire qu'il faut que l'acteur en ait conscience dans un premier temps. Donc, c'est vrai que les acteurs qui ont plus d'expérience sur certains rôles, je me suis dit, bah oui, mais je vais aussi privilégier le fait qu'ils fassent souvent des fictions radio, souvent des podcasts, parce que là, il faut quand même avoir une espèce de conscience technique. On va gagner du temps, parce qu'on est quand même dans des temporalités qui sont assez rapides, évidemment. Il n'y avait pas énormément de répètes, il y en avait quand même. Donc ça a été une phase très importante aussi, pour donner justement les enjeux, les directions d'acteurs, la vision qu'on commence un peu à partager sur cette vision. Et puis après, c'est vrai qu'il y a physiquement, même si on a cette contrainte, qu'il y a le micro, qu'on a voilà, les partenaires avec qui on est censé faire une scène d'intimité, par exemple, mais qui sont en fait à 2 mètres. Donc ça, c'est une autre contrainte. Il y a les partenaires. Et puis après, sur l'engagement, j'ai ramené, moi, au maximum des éléments, par exemple, pour parler des huîtres et du vin, parce que c'est quand même fondamental. C'est important. C'est important. Je me suis dit, il faut qu'ils aient des appuis de jeu au maximum. Donc, on a commencé donc avec mon assistante, Elodie Barre. On s'est dit, on va ramener voilà, des huîtres, alors des coquillages, trucs pour faire des bruits. On va couper des petits morceaux d'abricot pour que l'acteur puisse quand même manger un petit morceau d'abricot et restituer un peu le son qu'on a. Alors, c'était à la fois pour le son, à la fois pour l'acteur, pour lui ramener aussi une incarnation, une mise en situation. Des scènes aussi d'altercation. Il y a une scène dans le commissariat. Je leur ai dit là, il faut donc on va voilà, mettre les micros différemment pour que vous ayez cette latitude physique, cette possibilité de qu'il y ait cette altercation. On ne va pas le relayer. Moi, je veux vos respirations. C'est-à-dire que j'aurais tendance, moi, à pousser au maximum l'engagement physique, c'est-à-dire se dire il faut au maximum, et je dis ça parce que dans le sens où quelquefois, par exemple à la radio, il y a le bruiteur, on est censé enlever son manteau et lui il se met à côté, il enlève son manteau pendant que l'acteur joue qu'il enlève son manteau et le bruiteur le fait pour les bruits de tissu et tout ça. Donc je veux dire, il y a vraiment une espèce de double. On travaille avec un double vivant qui
qui produit nos bruits. On fait semblant, on boit, mais c'est le bruiteur qui va faire le geste à notre place. Ou alors on tue quelqu'un, il va enfoncer un couteau énorme dans une espèce de pastèque, ce qui est quand même tout à fait absurde. Mais ça fait le bruit d'un couteau qui rentre dans un corps. Donc on voit un gars hyper énervé à côté de nous en train de défoncer une pastèque. Et nous, on est en train de jouer une scène des Misérables de Victor Hugo. Il y a quand même des écarts comme ça, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des relais pour que l'auditeur sente le corps. Parce que s'il n'y a que de la voix et qu'on fait semblant de marcher dans la rue et tout, je veux dire, c'est ça le plus intéressant, c'est cette sensation que le corps est évidemment en mouvement. Donc, la contrainte, voilà, c'était au maximum engager le corps. Et puis quand il s'agit de faire traverser une grande brasserie parisienne, on ne peut pas le faire. Mais par contre, l'acteur ne peut pas rester tout à fait immobile. Non, il faut quand même que son corps soit engagé, ne serait-ce que pour que la voix soit réveillée. Je veux dire, c'est aussi une condition. L'acteur, il doit être conditionné. Il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie et que cette énergie ne soit pas anesthésiée par le processus, quoi. C'est-à-dire, genre, on est dans un studio, on est derrière un micro, donc ça va être un peu endormi. Non, là, c'est vrai qu'il y avait quand même un vrai engagement physique. Et après je termine, mais justement les autres rôles, quelquefois sur des plus petits rôles, on se dit là on peut travailler avec un acteur qui a moins d'expérience parce que c'est plus petit et que du coup la dimension technique va pas forcément être handicapante, mais qui lui aussi va ramener une spontanéité. Moi j'aime bien aussi qu'il y ait un peu d'improvisation, donc voilà. Merci Andrea. Pierre, vous voulez rajouter un dernier mot avant de laisser la main? Ouais, juste avant de passer la main, et en fait, c'est pour résumer toute cette aventure. C'est une expérience humaine que j'ai envie de souhaiter à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que ces moments, je pense que dans une vie, ces moments sont assez rares, et que de faire quelque chose ensemble avec cette espèce de partage de confiance, en même temps cette patience et cette envie commune, je crois que ça n'arrive pas si souvent pour que, si jamais l'occasion se présente pour certains d'entre vous, saisissez-la parce que c'est réellement formidable. Merci Pierre. On rappelle que le podcast est bien sûr disponible sur toutes les plateformes, que vous pouvez l'écouter dès maintenant. Ouais, là aujourd'hui est sorti le 3e épisode, exactement, 3 épisodes déjà qui sont sortis, le prochain la semaine prochaine, il y en a 6 en tout, et vous pouvez, donc ça s'appelle Passage à l'acte, vous tapez Passage à l'acte, podcast, et là, quoi que vous fassiez, vous le trouverez. Vous êtes dessus. C'est ça. Merci beaucoup Andrea et merci. Pierre pour votre Merci à vous. C'est vraiment passionnant, et je vous souhaite plein de belles choses et d'autres aventures comme Passage à l'acte. Merci à vous de nous avoir accueillis pour parler de Passage à l'acte. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.